Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven. Bonjour Karine et salut à tous. Bonjour à tous. Donc dans cet épisode Analytica numéro 4, on va parler du 4e épisode de la saison 1. Ouais. Est-ce que t'es prêt ? Oh oui, je suis prêt. Je suis prêt à parler de l'épisode Les Tombes de Kobol 1 sur 2, puisque c'est un épisode en 2 parties. Allez, je vais dérouler mon truc habituel, tu sais que j'adore ça. À moins que tu veuilles le faire. Non, vas-y, je t'écoute. Ok, le titre original, c'est Lost Planet of the Gods Part 1. Donc c'est l'épisode 4, ça tu nous l'as déjà dit. Il a été diffusé pour la première fois à la télévision américaine le 24 septembre 1978. Il a été écrit par Glenn A. Larson et son pote Donald Bellisario. Et il est réalisé par Christian Naibay II. T'es prêt ? Ouais, moi je suis prêt. Alors décollage. Alors, par quoi on commence ? Eh bien, par une phrase d'introduction, comme dans le téléfilm d'origine. Et tu as probablement noté que cette phrase d'introduction n'a rien à voir avec celle qui était dans le film. Et effectivement, elle est un petit peu différente en VF qu'en VO. Ouais. Et ce n'est pas la même que celle du film qui a été découpé en 3 petits épisodes. Ouais, c'est ça. Et alors ça, c'est une vraie curiosité de la version française de Battlestar Galactica, ou plutôt de Galactica, comme on disait à l'époque. Puisqu'il n'y a que en français, comme tu l'as dit, que cette phrase d'intro est différente dans la série. Et je sais pas du tout pourquoi, parce que l'intro de la série, alors je les ai sous les yeux en version écrite, en version originale, ce qui dit, si on le traduisait en français, ça donnerait « Certains pensent que la vie d'ici a commencé là-bas, très loin, aux frontières de l'univers, avec des tribus humaines qui pourraient être les ancêtres des Égyptiens, des Toltecs ou des Mayas. Certains croient qu'il existe peut-être encore des frères humains qui, en cet instant, luttent pour survivre très loin parmi les étoiles. » Bon. Ça, c'est donc très proche de la phrase qui était dans le téléfilm d'origine, qui est ici un tout petit peu raccourci, mais en tout cas qui dit exactement la même chose. Et va savoir pourquoi. En français, ils ont décidé qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et ils ont remplacé ça par un texte complètement différent qui dit par la grâce du Seigneur des Kobolds, et je vais tout de suite m'arrêter là-dessus, par la grâce du Seigneur des Kobolds, ça n'a aucun sens de dire ça, puisque normalement ce sont les seigneurs de Kobol. Donc je me pose vraiment des questions sur les gens qui ont traduit Battlestar Galactica, parce que c'est des non-sens assez impressionnants, je trouve, d'inverser un truc aussi simple, quoi. Le seigneur des Kobolds, ça prouve qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. Donc c'est bref, ça. ouais, c'est impressionnant, hein. Mais attends, je trouve, ce qui est dingue, c'est que non seulement ils se sont permis de faire un autre texte, mais tu vas me dire ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'ils se sont même permis d'extrapoler sur des trucs qui sont pas dans la série. Pour moi, parce qu'ils disent donc par la grâce du Seigneur des Kobolds, le Galactica continue à conduire les survivants en direction de ces lumières qu'un jour il nous a été donné de voir et qui ont disparu tout d'un coup sans autre explication. Alors là, déjà, je sais pas de quoi il parle. On est loin. On n'a pas vu cet épisode, hein. Bon, mais attends, c'est pire, la suite. Ils disent « Certains pensent que ces lumières, peut-être celles des vaisseaux intergalactiques venant de la Terre, ce qui nous donnerait alors l'espoir, le grand espoir qu'ils ont atteint un degré très avancé de technologie. » Alors là, j'ai envie de dire « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» Tu vois, je veux dire, bon, c'est pas... Je trouve ça très étrange. Bon, après, il y a encore une phrase, il dit « Jusqu'à présent, hélas, rien dans notre long voyage ne nous laisse croire que nous puissions cesser nos investigations et que nous ayons trouvé ce que nous cherchons. » Ok. On a l'impression qu'ils cherchent des humains. Ouais. Des voilà. terriens ou ouais. des... Je sais pas. Ouais, alors que c'est pas du tout le but de la série. On sait qu'ils cherchent la Terre, qu'ils savent pas où c'est, mais ces histoires de lumière qui ont disparu, qui pourraient être des vaisseaux qui viendraient peut-être de la Terre, tout ça c'est de l'invention complète qui est uniquement dans la version française, qui est une petite particularité très étrange que je voulais souligner et qui reste présente dans la plupart des épisodes suivants de la série, mais voilà, je ne reviendrai pas dessus à chaque fois. Je voulais juste le faire une fois là.
Bah voilà, c'est fait. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont penser qu'il y avait un axe de lecture qu'on n'avait pas et ils se sont dit on va le mettre là. Parce qu'on comprendra mieux ou on comprendra ce qu'ils ont envie qu'on comprenne. Je ne sais pas. Ouais, ça reste très étrange, mais bon, on en a déjà discuté dans les épisodes précédents. Hein. Il y avait probablement pas le même souci de fidélité, voire de qualité à l'époque. Voilà, c'était après tout probablement juste une série de science-fiction pour les enfants. Alors bon, autant en rajouter un petit peu, même si c'est pas du tout dans le produit d'origine. Donc voilà. Donc la première scène de cet épisode commence par un repas familial. Ouais. On va dire. Ouais. Hein, entre plusieurs personnes. Donc il y a Adama avec son fils Apollo, sa fille Athéna et leurs copines respectives. Donc Apollo est avec sa copine et Athéna avec Starbuck. Ouais, alors est-ce que Starbuck et Athéna sont vraiment ensemble? On se pose toujours la question de toute façon. C'est pas clair. Ouais, on a l'impression que si, mais bon, qu'est-ce qu'il ferait là sinon? Bah exact, oui c'est vrai. Par contre, hein, bien ça fait quand même un petit peu repas du dimanche en famille, quoi. Ouais. Et le petit garçon. Oui. Donc ils sont là tous les 5. Il y a donc Serena qui a préparé le repas. Ouais, c'est vrai. Eh ben oui. Le repas, c'est des trucs bizarres, donc ça leur paraissait sûrement très très avant-gardiste et très futuriste de proposer ce genre de repas. Si tu as vu dans les assiettes, il y a des petits carrés verts. C'est vrai, je ne sais pas quoi. J'ai pas fait attention. Ouais, on dirait de la purée de petits pois assez compacte en petits lingots verts. Bon, pourquoi pas. Et puis ils ont des verrines par tranche de couleur. Donc dans les verres, dans les verres, t'as de la mousse blanche, de la mousse verte, de la mousse rouge, et puis comme ça par tranche napolitaine. Okay. Et c'est rigolo parce que ça fait très avant-gardiste, alors qu'il y a quelques années c'était très tendance, hein. Ces verrines, oui, c'est trucs, vrai. Oui, voilà, c'était revenu en plus force. Ou moins dégueulasses, hein, selon ce qu'on aime. Purée de betterave, purée de petits pois, fromage blanc. Ben, vous voulez une petite cuillère pour votre verrine? Enfin bref. Donc, y a ça sur la table et c'est le repas du dimanche. Ouais. Et alors Adama ne tarit pas d'éloges sur les talents de Serena et qu'a priori elle ferait une excellente femme au foyer. Ah ouais, non mais là c'est clair, elle a tous les bons critères, on peut cocher. Hein. Elle est jolie, elle est gentille, elle est douce, elle fait bien à manger, nickel, elle est bonne à marier quoi. Hein. C'est horrible cette expression, mais c'est un bon parti, hein, voilà, pour aller avec son fils Apollo. Mais c'est vraiment ce qui est vendu dans cette scène, hein. On est d'accord. Ah, mais on n'exagère pas du tout. Hein. Ouais. Non. Non, c'est vraiment ça. Et elle est très contente, elle sourit, elle adore tous ses compliments, quoi. Oui. D'ailleurs, elle a sûrement fait tout ça pour avoir cette réaction, quoi. C'était le but recherché, je pense. Probablement. Plaire au père. Peut-être bien, ouais. Et alors, il y en a un qui a l'air tout couillon, c'est Apollo. Et même Boxy s'en rend compte. Alors Boxy revient, comme dans un des épisodes précédents, à sortir les bonnes phrases pour t'expliquer ce que toi tu n'aurais pas compris ou ce qu'ils ont envie de te faire comprendre. Mais le fait que ce soit dit par un petit enfant, ça passe bien, quoi. C'est pas comme si c'était amené par une autre personne ou souvent quand ça vient dans un film ou autre, t'as l'impression qu'on te prend pour un con. ouais. Parce qu'on t'explique du b.a.-ba. Alors que là, non, quand c'est le petit gamin qui le dit, ça va. Et il dit quelque chose, si je me souviens bien, qui est proche de... alors, certains adultes ne parlent pas, mais c'est pas parce qu'ils sont bêtes, hein, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas exprimer leurs sentiments. Ouais, il y a quelque chose comme ça mais c'est un peu différent en français et en VO, du coup moi je mélange les deux parce qu'il me semble qu'en VO il est un peu plus incisif, hein. En VO c'est plutôt quelque chose dans le genre, c'est pas parce qu'ils sont bêtes, enfin non, ils sont lents, il y a certaines personnes qui sont lentes, mais ça veut pas forcément dire qu'ils sont bêtes. Donc c'est un peu plus, mais oui, le fait que ce soit le gamin qui le dise, ça passe mieux.
Ouais, je pense. Je pense qu'il l'utilise comme ça, en fait. Ouais. Il l'utilise comme un indicateur. Mais ça passe bien. Ça va. Moi, je trouve... allez, je vais pinailler un tout petit peu, mais je trouve que c'est quand même un petit peu forcé qu'un gamin se permette de dire ça, comme ça, dans le repas de famille. Mais on va dire que ils se connaissent bien, que c'est... Mais voilà. il le fait exprès. Oui. Le gamin, il le fait exprès parce qu'il a envie sûr. qu'il y ait quelque chose qui sorte. Ah oui, c'est vrai. Oui, il attend quelque chose, clairement, par contre. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Ouais. Il attend que son futur beau-père Apollo annonce qu'il veut demander en mariage Serena. Ouais, c'est ça. Qu'il le fasse officiellement. Voilà, parce que bon, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit voilà, on va se marier. Il n'est pas en train de demander l'autorisation, ça y est, on a passé cette époque quand même, faut pas exagérer. Mais voilà, il annonce on va se marier, donc ils sont tout contents. C'est le petit côté mignon de l'épisode. Ouais, c'est clair. Et Athéna est folle de joie que son frère se soit enfin décidé, elle lui saute au cou. Ah non, elle saute au cou de la fille, hein. Pas du frère. Ouais, un peu des deux. Ouais, ok. Ah ouais? Enfin, elle est contente. Ouais, elle est contente. Vraiment. Elle est contente. Adama, le père, il est content aussi. Oui. Il est ravi. Bah oui, en plus, si elle fait bien la bouffe. Oh, le cliché. Attends, le cliché, quoi. Ils arrêtent pas d'en parler. Non, mais c'est vrai. Bon. Non, mais le pire, c'est que Adama, au début de la scène, il fait même une remarque du genre si j'étais plus jeune. Il finit pas sa phrase, hein. Je sais pas si tu l'as relevé celle-là, mais Si j'étais plus jeune, je mangerais plus de verrine. Je sais pas sûr que c'est ça. À la purée de petits pois et et au confit de betterave. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir où ils trouvent toute cette bouffe, mais bon, après ça c'est un autre sujet. Ah, mais alors, ça tu le découvriras peut-être dans la suite de la série. Suspense. Parce que rappelons-le, moi je commence seulement et je n'ai pas vu le reste. Je prends les épisodes au fur et à mesure et je vois que ceux dont on parle. Ouais. Voilà. Donc, il en suit une réaction de Starbuck qui est extrêmement mal à l'aise de cette annonce et il fait semblant de sourire parce que, apparemment, tout le monde est content, donc il va faire le mec qui est content. Or, il est très gêné et il en profite pour se barrer. Bon, allez, on y va. Non, merci, je reprendrai pas de dessert, salut. Je me casse, ça pue cet endroit. Ouais, faut dire qu'il y a Athéna qui lui fait un grand sourire et lui, il dit ouais, ok, bon, ouais, je vais y aller, salut, merci, c'était très bon, félicitations, ciao. Et merci pour les poissons. Voilà. Oui, ah oui. Alors... Excellent. Joli. Je sais ce que tu viens de faire. Ouais. Et du coup, Adama et sa fille se marrent en disant mais quel couillon, quoi. Ouais. Hein? Ouais. Oui, tout le monde a compris, quoi. Hein, mais Donc en français, il dit courageux mais pas téméraire. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il dit ça. Ouais. Ah ouais. Bon, Starbuck, peur de l'engagement, peut-être. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'il a tort? Je sais pas. Hein. Mais à l'époque, l'engagement, c'était quelque chose, c'était une valeur sûre, tu vois. Oui. C'est le CDI de 2019, quoi. C'est la chose à atteindre, tu vois. Ah ouais, probablement. Est-ce que c'est valable aussi? Je sais pas, ça va peut-être déterminer tes futures années de vie, quoi. Tu te rends pas compte, quoi. Un mariage, quoi. De toute façon, c'est clairement ce que Starbuck va dire dans les scènes qui vont suivre à Apollo, parce que on dirait qu'Apollo va mourir presque. C'est ça. Donc passons à la scène suivante. Ouais. Bon, ils ont fini de bouffer. Léger, parce que quand ils s'en vont, il en reste plein de les verrines. Ça doit quand même pas être top. Oui, en fait, ils ont bouffé que des verrines. Ouais, pour des gens qui manquent de nourriture. Je trouve que c'est un petit peu indécent d'en laisser, quoi. Mais bon, c'est un autre sujet. Ils se rationnent. Ouais, c'est ça. On va dire ça. Donc, les deux pilotes, Apollo et Starbuck, se retrouvent dans la partie où les vaisseaux sont stockés, le hangar, le garage, je sais pas, la station de... Je sais pas, enfin bref, là-bas, quoi. Et ils commencent à discuter... Un petit peu, Apollo, il est assez à l'aise avec l'idée. Par contre, Starbuck l'est pas du tout, et il lui fait genre ses adieux d'amis. C'est ça. Ouais.
je crois que c'est la dernière fois qu'on pilotera ensemble. Oui. Donc Apollo est étonné, il lui dit mais je suis toujours là, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais tu seras plus jamais le même, tu seras plus pareil. Tu passes de l'étape de à la limite, je vais dire célibataire à marié, donc tu n'es plus la même personne. C'est horrible. C'est clair, ouais. C'est horrible, mais en même temps, c'est vrai que parfois c'est pas loin d'être ça, quoi. Hein. T'es plus un, t'es deux, donc tu n'es plus la même personne. Et puis tu as des responsabilités. Oui, c'est vrai. Et tu te rends pas compte, mais en tant que conducteur de vaisseau ou de, je sais plus comment t'appelles ça. C'est pas des vaisseaux, c'est des... De quoi, de chasseurs? Ouais, voilà. En tant que conducteur de chasseur, des responsabilités ça change la façon dont tu vas prendre des risques, quoi. Donc Starbuck, il s'en rend compte de ça. Apollo s'en rend pas encore compte. Mais Starbuck, lui, a bien compris que son pote ne serait plus le même. À tort ou à raison, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, là, dans le début de l'épisode, on ne le sait pas. Et il lui dit, quoi. Et Apollo ne comprend pas et lui dit, mais je suis toujours la même personne et je vais rester la même personne. Je vais faire mon travail de la même façon, quoi. Donc, Starbuck est un poil rassuré, on va dire. Un poil, hein. Ouais, pas encore tout à fait. Hein. Il dit oui parce qu'il faut dire oui, quoi. Et ils partent en mission d'éclairage. Il y a une scène coupée juste pour finir sur cette thématique, enfin pas tout à fait pour finir parce que je sais qu'on va y revenir, mais il manque une scène qui va encore plus loin dans les inquiétudes de Starbuck par rapport au mariage, qu'ils ont coupé probablement à raison parce que... ça va peut-être un peu trop loin là pour le coup. En gros, il y a un dialogue où Starbuck essaye d'expliquer sa vision du mariage à Apollo et il lui dit que selon lui le mariage c'est comme attaquer une base Cylon tout seul en tirant n'importe où, n'importe comment. Et, c'est un peu bizarre. Là, je suis pas sûr de comprendre le parallèle. Mais attends, parce que Apollo lui répond mais non, le mariage c'est plutôt une mission de reconnaissance tranquille et sur le long terme. Et là, Starbuck va avoir une réponse extrêmement surprenante. Il dit ouais, ok, mais avec le canon découpé, avec le canon scié, si on veut. Mais bon, même si c'est bizarre pour un vaisseau. Je sais pas ce que t'en penses, mais enfin, ça ressemble quand même à une allusion à la castration. Peut-être un peu, ouais. Et c'est peut-être pour ça que ça a été coupé, parce que ça allait peut-être un petit peu loin là pour le coup. Peut-être un peu extrême la vision de Starbuck telle qu'elle était écrite à l'origine. Donc ils ont coupé ça. Ils ont coupé ça, ouais. Et d'ailleurs, c'est bizarrement, c'est une anecdote que j'ai trouvée dans des guides de la série, mais ces scènes coupées-là ne figurent pas, à ma connaissance, dans les bonus des DVD que je possède. Donc voilà, je suis obligé de croire sur parole, en tout cas, ces ouvrages que j'ai consultés. Mais apparemment, ça a existé, ça a été tourné. Ok. Donc ils partent tous les deux en mission. Ouais. Et ils arrivent face à... Je sais pas vraiment si on peut appeler ça un trou noir. En tout cas, une zone où il n'y a absolument rien. Ouais. Ni étoile, ni vraiment de facilité à communiquer entre eux. Oui, c'est vrai. Hein, ça brouille un peu tout. Et là, alors que Apollo ne fait jamais ce genre de choses, hein, c'est un peu la voix de la raison et c'est Starbuck qui fait le casse-cou. C'est vrai. Apollo, il dit ok, j'y vais. Et c'est Starbuck qui vient lui dire c'est pas une bonne idée, sois prudent, il y a du monde qui t'attend à la base. Et Apollo il fait non, j'y vais, j'en ai rien à foutre. Donc je pense aussi que c'est pour montrer qu'Apollo il a envie de prouver qu'il est toujours la personne qui va pouvoir risquer sa vie pour le Galactica. Ouais. Hein, pour prouver que Starbuck a tort. Mais Starbuck a-t-il vraiment tort ? Je ne sais pas. Mais il y a plusieurs façons de le voir. Moi, je me dis aussi que peut-être que Starbuck a fini par franchement le gonfler et que voilà, pour dire attends, je veux lui montrer parce que là il me fait chier avec ça. Allez, j'y vais. Hein, j'attends pas qu'il soit d'accord, qu'il soit pas d'accord. Hop, j'y vais. Ouais, mais il a quand même pris des risques qu'il aurait jamais forcément pris avant.
Ouais, enfin, c'est possible, c'est vrai. Je pense qu'il y a une continuité. Il a fait quelque chose qui n'était pas cohérent. Exact. Il l'aurait pas fait comme ça. Non, je suis assez d'accord. Moi, je pense qu'il a voulu exagérer pour prouver qu'il avait raison et peut-être aussi pour se prouver à lui qu'il serait toujours le même. Donc, il va plus loin qu'est-ce qu'il ferait juste pour se le prouver aussi à lui, quoi. Ouais. C'est compliqué le mariage. Bah disons que là, ça va loin, quoi. Ça fait vraiment flipper Starbuck. Et du coup, ça a l'air d'avoir un peu tapé sur les nerfs. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ça a l'air d'avoir un petit peu tapé sur les nerfs d'Apollo, ouais. Ah oui, bah tu vois, moi je l'ai vu différemment. Ok, intéressant. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette partie où c'est le noir absolu ? Eh bien, Apollo part en premier. Starbuck ne peut pas le laisser trop tout seul quand même, donc il le suit, mais de très loin. Et Apollo lui dit non, mais t'inquiète pas, même si j'ai pas d'indication radar, rien du tout, je me guide avec ta voix. Oui. Alors là, je voudrais qu'on m'explique. Non, mais ça n'a aucun sens. Comment est-ce que, avec des... Je sais pas si c'est des fréquences radio, je sais pas quoi. Ça en a l'air. Comment tu peux être guidé par la voix de quelqu'un que tu entends dans une radio ? Non, mais je suis d'accord, ça n'a aucun sens. Je comprends pas ce que ça veut dire non plus, hein, parce que la voix, il n'y a pas de... Ou alors ils ont un équipement audio directionnel. Ouais. Parce que le mec derrière, il te parle et qu'il soit à ta gauche ou à ta droite ou loin ou pas loin, si c'est des fréquences radio, c'est toujours la même chose que tu reçois, quoi. Je suis bien d'accord. Tu peux pas te guider grâce à ça. Je me suis posé la question, est-ce que ça veut pas dire tout simplement que tant que je t'entends, c'est bon, ça veut dire qu'on peut se retrouver, tu vois ? C'est un peu idiot parce que de toute façon, rapidement, ça coupe et puis effectivement, ils se perdent de vue les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Bon. Donc là, Starbuck vient un petit peu sauver Apollo en disant bon, si tu m'as pas répondu dans 3 secondes, je viens te chercher. Ouais. Donc ils prennent tous les deux des risques par rapport à leur espérance de vie parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Alors qu'ils sont censés être éclaireurs d'un vaisseau qu'il faut sauver ou qu'il faut protéger. Donc du coup, ils sont ni l'un ni l'autre judicieux, quoi. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Mais ils font les... Ouais. Il faut de la tension, il faut du suspense. Je pense que c'est ça, hein, tout simplement. Ah ouais, peut-être. Ouais, je pense. Bon, peut-être aussi que parce qu'on l'a vu plusieurs fois, on se pose ces questions-là. Oui, peut-être que quand on le voit une seule fois, ça passe, on réfléchit pas à tout ça, quoi. Je suis d'accord. Ouais, bon, et j'ai pas tout compris à la manœuvre de Starbuck d'ailleurs, le fait que il tire et puis il faut qu'il suive les rayons laser, mais en faisant, moi je me suis dit que les rayons laser étaient en fait comme des lumières, comme si tu envoyais des fusées éclairantes. Et du coup, ça lui fait un couloir de lumière pour le retrouver. C'est plus ou moins ce que je me suis dit, aussi. Mais bon, à cause du manque de moyens, tout ça n'est pas très visuel dans la série, donc on est obligé de deviner que c'est probablement ça. Parce qu'on reste surtout sur eux, en fait. En tout cas, ils se retrouvent. Ouais. Et ils arrivent à retourner à la base. Ouais. Tout va bien. Et voilà, c'est normal. Il n'y a même pas de ils sont fiers d'eux ou pas ou quoi. Voilà, ils sont rentrés. Moi, c'est quand même... Bon, ils avaient envie qu'on voit des vaisseaux, quoi. Et qu'on voit l'espace. Ah ça reste pour moi l'un des fondamentaux de la série, donc c'est pas moi qui vais m'en plaindre en tout cas. Ouais. Et on passe tout de suite à la scène suivante. Alors, il y a une scène que je veux mentionner, qui est une petite scène qui n'a pas une importance énorme, mais que je trouve amusante. C'est c'est les pilotes qui attendent, qui sont impatients de fêter l'enterrement de vie de garçon d'Apollo et qui ont volé de l'alcool dans les quartiers des dégradés et qui se font choper, mais qui se font défendre par le colonel Tai, qui leur fait bien comprendre qu'il a compris qu'ils avaient piqué de l'alcool, mais que il manquait des bières dans les frigos des messes. C'est ça. Et juste pour le mentionner, est-ce que par hasard
Mais je suis pas du tout sûr. Mais est-ce que par hasard tu as reconnu un visage quelque part dans cette scène? Est-ce qu'il n'y a pas un des pilotes de Viper dont le visage t'a inspiré quelque chose? C'est à la fin les questions. C'est vrai, mais là c'est pas du tout. J'ai vu un moustachu. Ok, ouais, non, c'est pas lui. Il est pas moustachu. C'est pas lui? Non. Non, je ne sais pas. J'aurais dû voir qui, En fait, si on est fan de Magnum, de la série Magnum, alors moi-même, j'avoue, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Magnum. Hein. Il y avait un chien. Quoi? Un Doberman. Ah oui, non, il n'y a pas de il n'y a pas de chien dans l'univers de Battlestar Galactica. Ça oui, ok, pas. Je te taquine. Vas-y, c'était qui alors? Non, il y a Rick. Rick. Ouais. On le voit assez bien, hein, parce qu'il y a, tu sais, quand il y a les gardes qui arrivent pour leur poser des questions, en gros, ils interrogent un blond et un mec qui a les cheveux bruns, et celui qui a les cheveux bruns, et ben, c'est Rick dans Magnum. Ah, ok, d'accord. Mais je me suis demandé d'ailleurs aussi si le blond qui parlait, qui avait volé les bières, c'était pas quelqu'un que je connaissais, mais j'avoue, je suis pas allée chercher. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah, le blond, je crois pas. Mais en tout cas l'autre c'est Rick, donc l'acteur s'appelle Larry Manetti, et puis comme il n'y a pas tout à fait de hasard, la série Magnum a été créée par Glenn Larson et Donald Belisario, qui sont justement les deux scénaristes de cet épisode, donc voilà, tout ça est lié. Et il n'y a pas de hasard. Non. Donc ils ont piqué les bières, voilà, ils vont faire une petite soirée, y a un des gradés qui les chope et un des plus gradés qui leur dit « Ah ok, c'est bon, je vous couvre, mais par contre, je vais t'inviter. » Non, j'en sais rien. Non, je sais plus. Mais encore une fois, j'ai été très surpris par la VF parce que je me souviens pas trop ce qu'il dit en VF, alors que la phrase en VO, elle est toute simple et elle est pourtant très claire. Mais ils l'ont complètement changé, je sais pas pourquoi. Le colonel Tai, il dit à ses hommes, une fois que les gardes sont repartis, il dit à ses hommes, vous savez ce qui est pire que de voler de l'alcool dans le mess des officiers? Et les hommes, ils sont là, tu sais, ils s'attendent à se faire... À une réprimande. Ouais. Et le colonel leur dit, ce qui est pire, c'est de se faire choper. Voilà. Et puis en gros, les autres sont rassurés, ils disent, ok, c'est bon, il nous a calés, il nous a captés, mais il nous couvre, quoi. Et voilà. Bon. Alors pourquoi est-ce que ça va être important pour la suite? On verra plus tard, mais en attendant, on passe sur une scène avec Baltar sur son trône. Oui. Là, c'est différent, parce que Baltar, d'habitude, il est en position de faiblesse. Ah, jusqu'ici, oui. Par rapport au Cylon, ouais. Et là, c'est là que ça bascule et que ça change. C'est ça. On avait découvert que, en gros, là, on nous remet la scène qui avait été rajoutée à la fin du téléfilm dans la version télé, hein. Mais avec, je crois qu'il y a un poil plus de dialogue. Mais en gros, on nous remet le fait que Baltar est épargné et que on lui confie tout un escadron de Cylons et que il va être secondé par Lucifer, le fameux Lucifer. C'est ça, et là il est tout soumis, il a les cheveux tout mouillés, il est en stress total, et là ça bascule. Ouais. Bon, on va vite y revenir, mais entre-temps on part sur Boomer et Jolie, qui eux sont aussi en mission de reconnaissance et qui vont inspecter un astéroïde sur lequel ils vont découvrir un avant-poste Cylon. Voilà. Puis ils se font pas choper, puis ils s'échappent pour aller prévenir la flotte. Voilà, et quand ils rentrent, eh ben, ils font les cons. Jolie, il a des petites faiblesses quand même, déjà dans son vaisseau quand il rentre. Hein. Il est pas bien, il a du mal à se stabiliser, il tangue à gauche à droite. Tu sens qu'il commence à flancher. Ouais. Donc il y a quelque chose qui s'est passé sur cette planète et on sait pas encore quoi. Non. Et c'est vrai que on va vite voir que Boomer se sent assez mal également. D'ailleurs, il se fait aussi un peu engueuler par le colonel Tide, dans le genre vous êtes déjà bourré, peut-être pas déconner quoi. Mais en fait non, Boomer va vraiment mal. Et il tombe dans les vapes, je crois d'ailleurs au milieu de ses collègues. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux couillons? Ils étaient pressés de faire la fête. Et donc ils ont oublié de passer par le sas de décontamination en rentrant. Ils sont ou peut-être qu'ils ont passé plusieurs fois dans le sas et que ça servait à rien et que là ils ont dit allez zap, on s'en fout, on va boire des bières quoi.
Bah globalement c'est ça, ouais. Et là aussi il y a une scène qui est coupée, qui était censée amener ça un petit peu mieux, dans le sens où on était censé voir un poil plus tôt dans l'épisode que Apollo et Starbuck, eux, passaient bien par la décontamination. Enfin, c'était juste censé introduire le fait qu'il y avait un processus de décontamination à chaque fois qu'ils rentraient, quoi. Bon, c'est une scène qui a été complètement coupée, apparemment parce qu'ils étaient habillés, je sais plus, en juste au corps. Enfin, que c'était, ça les mettait pas beaucoup en valeur. Je sais pas trop, j'ai pas trop de détails, mais. Ah ouais. Ouais, ils étaient en les vêtements qu'ils ont en dessous de leur combinaison. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est marrant. Ils l'ont pas coupé quand c'était les meufs. Je suis bien d'accord, effectivement. Ouais. Ah, tu l'as noté. Pourquoi pas. Ok. Ouais, donc ces couillons-là, qu'est-ce qui leur arrive ? Eh ben, ils vont contaminer tout le monde. Eh ben voilà, ils ont attrapé un virus. Ouais, parce qu'on ne sait pas lequel d'ailleurs, hein, mais par contre, ça se passe pas bien du tout et il faut mettre tout le monde en quarantaine, c'est-à-dire tous les pilotes, parce que tous les pilotes étaient réunis au même endroit. Ils attendaient pour de faire la fête. Ouais. Mais et donc ils sont tous contaminés ou alors soupçonnés d'être contaminés dans tous les cas. Ouais. Mais dans un vaisseau où tu ne peux pas sortir et où il y a plein de monde, et ben le moindre virus peut être catastrophique. Ah, tout à fait. Et Adama le dit, parce que quand ils arrêtent in extremis Starbuck et Apollo devant les quartiers des pilotes, qu'ils demandent mais qu'est-ce qui se passe ? Ben Adama il répond ça pourrait être la fin de nous tous. Donc oui, non, on est d'accord, c'est grave, c'est plutôt très grave. Mais je me demande si on voit quand même pas Apollo et Starbuck se passer dans les sas de décontamination, parce que on les voit rentrer chacun d'un côté dans une pièce et ils ont chacun une porte qui se ferme, ils sont face à face, ils parlent pas. Je me suis demandé ce que c'était ce truc. Ah d'accord. Mais ok, ouais, bah en fait, je pense qu'ils sortent de la décontamination, mais il devait vraiment y avoir une autre scène où on devait les voir se déshabiller. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Tout le monde. Tous ces soldats sont mis en quarantaine. Alors, c'est dans des espèces de gros tubes, tuyaux. Ça fait penser un petit peu aux cylindres qu'ils utilisent quand ils mettent les gens en sommeil artificiel ou en coma artificiel. Enfin, tu vois. Et donc, il y a une salle avec tout un tas de cylindres alignés. Et puis le docteur qui veille à tout ça et une infirmière. Oui, mais cette infirmière, c'est pas n'importe qui. Eh non, c'est une belle blonde. Oui, c'est une belle blonde, c'est la belle blonde de la série, puisque c'est Cassiopée. Qu'on retrouve là à ce poste sans la moindre explication, sans la moindre transition par rapport à son rôle. Ah non, il n'y a pas d'introduction, non. Ouais. Et puis quand je l'ai vue, je fais mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Mais oui, c'est vrai, et je pense que c'est une question que beaucoup de gens ont dû se poser à l'époque. Elle fait une mission intérim. C'est con. Elle cherche toujours son CDI, mais par contre, ils lui ont proposé qu'une mission intérim. Elle a dit ouais, infirmière, je vais faire ça. C'est bon, je vais le prendre. La pauvre. Alors, mais pourtant il y a de ça. Il y a deux raisons, on va dire. Il y a une raison qui est plutôt dans les coulisses, et il y a une raison qui aurait dû être à l'écran, mais qui, encore une fois, a été une scène coupée. C'est que, comme je l'avais dit dans les épisodes précédents, la chaîne ABC n'assumait pas vraiment que l'un des personnages principaux de la série, donc Cassiopée, soit une socialisatrice dont le rôle n'a jamais été défini super clairement, ce qui amenait quand même pas mal de monde à penser que c'était une prostituée. Voilà. Donc, ce qui est l'équivalent du mot socialisatrice. A priori. Mais bon, il semble que ce qui était prévu était quand même quelque chose d'un tout petit peu plus classe que ça. Mais comme c'est jamais expliqué, effectivement, c'était une conclusion tout à fait logique. Donc, on a demandé, en gros, le studio a demandé à ce que son rôle soit modifié, tout simplement, et qu'on revienne plus jamais là-dessus. Et ce sera le cas, hein, on reviendra plus jamais sur cette histoire de socialisatrice. Désormais, Cassiopée est l'infirmière du Galactica aux côtés du docteur Salik. C'est comme ça. Et en même temps. Oui. Et en même temps, ça m'a pas choqué plus que ça. Enfin, ça m'a surpris.
Mais par contre, ça m'a pas paru perturbant quand j'ai vu quelle place les femmes allaient prendre. Ok. Et elles ont toutes plus ou moins adopté un rôle qui était parfois destiné aux hommes, mais surtout, elles se mettent toutes à avoir une place. Enfin, il faut que tout le monde bosse de toute façon. C'est vrai. Alors ça, c'est tout à fait exact. Il y a des places à prendre, il manque du monde, donc c'est logique, ils vont chercher les femmes. Comme en temps de guerre. Effectivement, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et c'était expliqué d'ailleurs donc dans une scène qui a été coupée où il devait y avoir donc un dialogue entre Cassiopée et Apollo qui d'ailleurs je trouve ça bizarre que c'était un dialogue avec Apollo. Moi je l'aurais plutôt vu parler avec Starbuck, puisque dans le téléfilm original elle était plutôt proche de Starbuck. Mais bon, bref, passons. Mais apparemment, il y a une scène qui existait où Cassiopée expliquait à Apollo que il y avait au moins une bonne chose qui se dégageait. Donc ça, c'est encore un peu différent de ce que tu viens de dire. Au moins une bonne chose qui se dégageait de la destruction des colonies, c'est que les gens avaient l'occasion de repartir à zéro. Et ce qui pour elle, dans son cas précis, était vraiment une bonne chose, parce qu'on voyait bien elle avait un souci un peu qu'on la juge par rapport à son activité passée. C'est quand même très moralisateur, hein, tout ça. Un petit peu pour le coup, ouais, j'avoue. Et bon, ça a été coupé parce que cette explication est un peu redondante par rapport à une autre scène dont on va parler là après. Mais ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est un peu moralisateur, mais là pour le coup c'est vraiment la chaîne qui a pas assumé, qui voulait faire une émission familiale et qui était pas à l'aise avec le personnage. Et du coup. L'actrice était la première déçue de ce changement, puisque j'ai trouvé une interview où elle expliquait que, enfin, elle était très, franchement, elle était très heureuse du personnage qu'elle jouait et à l'origine. Et alors je sais pas trop comment il faut prendre ces déclarations, parce que c'est vrai qu'elle a tourné ça un peu uniquement sur le côté visuel, sur le côté vêtements, mais en gros elle explique que à la base elle était très heureuse parce qu'elle portait de très jolies robes. Or à partir du moment où elle est infirmière, elle est couverte, on le voit pas encore très très bien dans cet épisode, mais bon ce sera le cas de toute façon pour le reste de la série, elle est vraiment couverte de la tête aux pieds. Elle a des bottes, elle a, enfin voilà, elle a un vêtement qui remonte jusqu'au cou, donc on ne voit plus rien. Elle a plus les bras dénudés, plus rien du tout. Et apparemment ça c'est quelque chose qui l'a beaucoup embêtée, enfin qui l'a déçue, parce qu'elle elle préférait les robes qu'elle portait au début. Voilà. Oui, la blouse. Là, oui, c'est vrai qu'elle a une grande blouse d'infirmière. Bon, enfin voilà. Donc c'est une petite chose qu'on a relevée. Oui. Mais l'épisode ne se termine pas là-dessus. Non. Je te laisse parler de la suite. Alors, on va revenir sur Baltar, tiens, parce que le fait que Boomer et Jolly aient pu s'échapper de l'astéroïde, apparemment, c'était une volonté de Baltar. Et là, on a découvert beaucoup de choses, en fait. Le personnage a connu une évolution assez importante par rapport à tout ce qu'on avait vu jusque-là, puisque il semblerait que ce soit Baltar qui donne des ordres à Lucifer. Baltar qui trône littéralement en hauteur. Oui, il est bien, hein. Ah oui. Les bras écartés, bien posés dans son siège, les jambes écartées. Le mec, il est à l'aise, quoi. Il a trouvé sa place. Oui, c'est ça. Calife à la place du calife, quoi. Bah, pour le coup, ouais, c'est vraiment ça. Donc ça, j'avais déjà expliqué que l'idée, c'était que finalement, voilà, ils étaient pas très à l'aise avec le fait que les méchants ne soient que des Cylons. Donc ils ont décidé que Baltar reviendrait pour le reste de la série et qui jouerait le grand méchant de la série. Donc là, ça devient flagrant à partir de ces scènes où il est dans son trône, quoi. Il en met plein la vue à Lucifer, qui est même impressionné à certains moments. C'est assez rigolo, puisqu'il dit, je sais plus, je crois qu'il dit à un centurion Cylon, ah ouais, on va pouvoir apprendre plein de choses, parce qu'ils sont surpris des stratégies
de Baltar en général. En gros, les Cylons, ils veulent tout le temps attaquer. Dès qu'ils voient un humain, ils veulent l'attaquer. Et à chaque fois, Baltar, il dit non, on va les laisser venir, machin, parce que comme ça, on pourra retrouver le Galactica plus facilement. Et Lucifer, ouais, ok, oui, ok, ouais, on va faire ça. Ouais, c'est pas con, on n'aurait pas fait comme ça, nous. Ouais. Et c'est vrai que ça le met en position de force. C'est un changement vraiment, vraiment important par rapport à tout ce qu'on avait vu jusque-là. Ah oui, tu vois qu'il est à l'aise dans son rôle, il est beaucoup moins en stress, son personnage est plus apprêté, il a pas les cheveux trempés comme la dernière fois qui était vraiment signe de grosse angoisse. Là, il est vraiment posé, à l'aise, en domination complète, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as noté quelque chose au sujet de ses vêtements, justement, par rapport à la façon dont il est apprêté ? Il a une cape. Oui. Et des bottes. Oui, c'est vrai. C'était pas ça qu'il fallait répondre. Pas tout à fait. Non, mais c'est pas. En fait, si tu te souviens, dans l'épisode Analytica numéro 1, quand on avait analysé les tenues des coloniaux, on avait dit que les pilotes étaient habillés en marron, qui était la couleur de la Terre, que les gradés étaient habillés en bleu, qui est la couleur du ciel. Oui. Et tu avais posé la question, mais c'est marrant, il y a personne qui est en vert. Et ben voilà, c'est lui qui est en vert. En vert foncé. En vert foncé, j'avoue. Mais en vert quand même. Donc voilà, c'était juste pour faire le lien avec ça, parce qu'on avait évoqué ça dans le premier Analytica. C'est vrai. Et moi, je me suis demandé si Lucifer ne faisait pas semblant. Ah, intéressant, ouais. Tu sais, ok, je vais obéir à tes ordres, mais je te louperai pas au prochain virage. Pour l'instant, je vais dans ton sens, mais je te surveille. Enfin, tu vois, on dirait qu'il y a une espèce de double relation. Une où il est vraiment à ses ordres, et une où il est quand même en même temps celui qui va rapporter les faits j'allais dire au patron des Cylons, mais t'as compris quoi. Au leader, ouais. Voilà, je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter sur cette scène. Pas sur ce passage-là, je pense, on y reviendra, mais bon, de toute façon, toutes les scènes de Baltar dans l'épisode sont à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on le voit sur son grand trône en hauteur, il y a Lucifer qui arrive, qui fait son rapport, et il y a Baltar qui dit ah bon alors on va faire ça, et à chaque fois Lucifer il dit ah bon bah ok, on va faire ça. Voilà, bon, c'est pas très varié, mais c'est amené heureusement, et ce sera pas comme ça pendant toute la série non plus, sinon ce serait un peu chiant. Mais disons, pour l'instant, le but c'est d'établir que Baltar est plutôt à l'aise, comme tu le disais, dans son rôle de méchant, on va dire ça comme ça. C'est ça. Alors on passe on revient sur le Galactica, où Apollo va avoir une sacrée surprise, puisqu'il rend visite à Serena. Il est persuadé qu'elle est en train d'essayer sa robe de mariée, et en fait pas du tout. Ah oui, parce que le petit garçon lui dit non, rentre pas. Ouais. Elle va te faire une surprise. C'est ça. Et en fait, qu'est-ce qu'elle essaye ? Elle essaye son costume, on va dire, de pilote. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, manquant de pilote, ils ont décidé de proposer aux femmes de devenir également pilotes. C'est ça. Donc au moins pour les voyages de transport, ou je sais même pas s'il y a les reconnaissances. À la base non, et encore une fois je crois que c'est pas d'une grande clarté dans la version française, alors que c'est un peu plus clair dans la VO. En gros, dans la VO, Serena elle dit qu'elle s'entraîne pour être shuttle pilot, donc pilote de navette, mais shuttle ça veut bien dire navette de transport. Alors que je crois qu'en français, elle dit juste pilote, donc on sait pas forcément pilote de quoi, parce que ce truc-là va évoluer après dans l'épisode. Mais effectivement, voilà, là l'idée c'est qu'il manque des pilotes. Bon, bah ça on sait maintenant pourquoi. Et il recrute les femmes, ce qui paraît tout à fait logique. Donc c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, qui est quelque chose qui arrive vraiment en temps de guerre, qui paraît tout à fait logique. Et oui, il faut des bras. Et si les hommes sont partis en guerre, ou si les hommes sont morts, bien souvent on va chercher les femmes.
C'est à ce moment-là, en fait, souvent qu'on se rend compte que les femmes sont tout aussi capables. Mais quand on n'a pas besoin d'elles, on s'en fout, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai, il y a de ça. Il y a de ça. Et je sais pas trop. T'inquiète pas, hein, quand la guerre sera finie, elles pourront retourner à leur place. Ouais, ça c'est horrible par contre. Mais oui, c'est vrai que c'est en général comme ça que c'est perçu. Bah, c'est comme ça que ça a été perçu dans les guerres, dans les grandes guerres, en tout cas, au moins en Europe, parce que je maîtrise moins le sujet ailleurs. Ouais. Ouais, exact. Mais bon, bah je sais pas trop quoi en penser. Peut-être qu'on peut justement essayer de discuter de ça par le biais de la réaction d'Apollo. Ah bah tout à fait. Donc Apollo, il est tellement sûr de voir sa femme, sa future femme, sa future épouse, en robe de mariée. Quand il la voit en habit de pilote, il réagit très mal en fait. Ouais, c'est ça, il est pas content. Il est pas content. Et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, et alors là, elle se rebelle un petit peu. Elle prend un peu de poil de la bête, parce que faut quand même l'avouer, les 3 épisodes précédents, elle était un peu nunuche, hein. Ouais. Et elle lui dit j'ai décidé de te faire la surprise et j'ai fait les entraînements en secret. Je veux être pilote. Et Apollo là, il dit non. Je ne suis pas d'accord. Et là, je dis bravo. Hein ? Et selon toi, pourquoi il n'est pas d'accord ? Ah bah, je sais, mais... je sais. Je sais et je te dis après. Ok. Et Serena lui dit, mais je te demande pas ton avis. Si tu veux pas d'une femme pilote, eh ben tu veux pas d'une femme tout court et il n'y a pas de mariage. Exact, c'est vrai, c'est vrai que ouais. Oui, c'est parce que simple. Globalement, je crois qu'elle lui répond mais ta sœur est pilote. Il dit oui, mais c'est bon, ça suffit quoi dans la famille. J'ai pas besoin. C'est un truc du genre j'ai pas besoin que un autre membre de ma famille soit pilote. Et puis elle dit bah ouais bah ok bah ça peut être résolu assez facilement. Mais oui, en gros ça veut dire oui mais je couche pas avec ma sœur. Ah non, c'est pas ça qu'il dit. Non, je pense que c'est pas ça c'est moi qui le dis. D'accord. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Ah merde, bon, d'accord, c'est pas ça qu'il dit. Non, mais c'est différent. Il a une autre affinité avec Serena. Donc il a. Alors, il y a la réaction. Non, c'est pas ta place. Ensuite, il y a la réaction. Pas ma femme. Je veux pas que ma femme elle soit là. Et puis c'est la réaction aussi de protection. Je sais que y a du danger et j'ai pas envie que tu sois en danger. Il y a la réaction de répétition. Il vient de perdre son frère sur un peu les mêmes principes. Oui, je pense que ça t'es joue jeune, beaucoup. t'es novice et tu pars en première mission de reconnaissance, même si c'est rien. Ben son frère où c'était censé être rien, il en est mort. Et si je dis pas de conneries. Il était avec ? Non. Oui, il était avec. Si, c'était lui. Donc voilà. Donc je pense en fait que là à ce moment-là, Serena, ça pourrait être n'importe. Enfin, c'est pas que ça pourrait être n'importe qui, mais il a une réaction qui a pas grand-chose à voir avec elle, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une accumulation de beaucoup de choses en fait, du coup, entre la mort de Zach plus le fait qu'elle va devenir sa femme qui tient beaucoup à elle et que d'un coup, ça fait beaucoup d'un coup. Donc il est fâché. Bah, oui. Bon, alors ça peut se comprendre, mais en même temps, quand elle lui dit c'est comme ça et t'as pas le choix, c'est bien aussi. Il a peut-être aussi besoin d'être recadré parce que quand on s'enferme dans une peur, on fait que la répéter et on fait que répéter ses réactions. Donc il y a un moment où il faut qu'il y ait quelqu'un qui casse ce schéma. Donc elle casse le schéma. Et moi je dis, c'est pas mal que le personnage de Serena évolue un peu. Ouais. Non, je suis d'accord. La réaction la scène est vraiment bien gérée, je trouve, parce que si la réaction d'Apollo est compréhensible, je trouve, celle de Serena l'est tout autant et elle a clairement envie. Elle fait pas ça par défaut, elle fait pas ça par obligation. Il y a un mélange d'obligation et d'opportunité, je dirais, qui fait que voilà, elle y a réfléchi, elle sait ce qu'elle veut et globalement, il y a même quand même, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, il y a quand même un quart de seconde où elle lui dit que s'il est pas d'accord, elle peut très bien renoncer au mariage aussi, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça met un petit peu en affrontement les principes de l'époque et puis la nouvelle évolution.
et puis les nouvelles places que vont prendre les femmes dans les années qui arrivent, quoi. Enfin, je trouve que ça montre un petit peu l'émancipation. C'est probable, ouais, c'est relativement osé pour une série de la fin des années 70, je pense. D'attaquer là-dessus rapidement dès le début de la série d'ailleurs. Voilà. Puis il est remis à sa place quand même, Apollo, il est un peu émasculé. Alors déjà que son copain Starbuck lui dit tu seras plus le même, et en plus il a enfin bon bref voilà, on va pas partir sur les relations hommes-femmes et couples en 78, mais c'était pas franchement aussi, je pense, aussi libre et aussi simple que que maintenant. Bien que maintenant, c'est pas aussi libre et simple que je pourrais le dire là, mais bon, il y a quand même eu une évolution entre ces années-là. Et donc, Serena rajoute quelque chose aussi pour argumenter son choix, qui est que quand les moments sont critiques, tout le monde doit mettre la main à la pâte, et elle veut participer à l'effort. Et moi, je trouve que ça a un petit côté un peu nationaliste américain. Enfin, tu sais, tu défends ta patrie et tout. Oui, clairement. On est un peu moins comme ça, je pense, en France, mais la valeur du patriote, je sais pas si ça se dit bien. Je sais pas si ce que je dis est très... C'est ça, c'est complètement ça. C'est patriotique, voilà. Ouais. C'était plutôt ça. Ouais, elle a cet esprit-là, quoi. Que normalement on doit retrouver chez un homme, et ben là, elle prend aussi cet argument. Oui, tout à fait. Et alors, Apollo finit quand même par s'en rendre compte. Et je trouve qu'il retombe sur ses pieds. C'est assez malin ce qu'il fait pour retomber sur ses pieds, parce qu'il lui demande et au fait tu te débrouilles bien au moins en tant que pilote, et puis je crois qu'elle lui répond genre je suis la meilleure, quoi. Et là du coup il est super fier et il dit bon allez, ok, j'ai compris. Ben oui, voilà, moi je pense que je dirais qu'au premier abord, quand sa première réaction, c'est avant tout de la peur. Oui. Hein, c'est pas du sexisme ou quoi, c'est pas non plus le côté... Voilà, c'est avant tout de la peur. Je suis d'accord. Parce que c'est un épisode qui... c'est un double épisode qui a souvent été taxé de sexisme. Or, si on regarde bien... C'est plutôt Apollo, c'est quasiment uniquement Apollo et Starbuck qui ont parfois des réactions un petit peu sexistes, mais ce que vendent ces épisodes, c'est qu'en fait les femmes se débrouillent très bien. Ouais, elles se laissent pas faire, bien sûr. Elles se laissent pas faire, ouais. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on a ? On a le fait que... Ah oui, alors il y a une petite évolution, bon ça je l'ai dit tout à l'heure, mais on va passer rapidement dessus, mais donc à la base, les femmes s'entraînent pour être pilotes de navettes. Or, Adama va avoir besoin de pilotes, de chasseurs Viper. Et donc il prend la décision que les nouvelles cadettes qui sont en train de s'entraîner vont rapidement devoir maintenant s'entraîner sur les Vipers et non plus sur de simples navettes. Or lors d'un petit dialogue avec son fils Apollo, on se rend compte que Adama n'avait pas vu quel nom figurait sur la liste des jeunes pilotes, donc le nom de Serena. Et voilà, on sent que, Apollo accepte la décision. De toute façon, il l'avait déjà accepté, même si il y a quand même une différence entre pilote de navette et puis pilote de chasseur. Mais et Adama l'accepte aussi, et parce qu'il va rien faire pour aller contre ça. Et je pense là, on a un thème assez important qui est présent assez souvent dans la série originale de Battlestar Galactica, c'est le fait que l'intérêt général passe avant l'intérêt personnel. Et c'est assez surprenant quelque part. Parce que bien souvent, dans les films ou dans les séries, on a parfois comme ça des décisions qui n'ont pas de sens, si ce n'est que il faut absolument protéger les personnages principaux et surtout pas les mettre en danger. Or, Battlestar Galactica
est un petit peu à contre-courant de ça et a tendance régulièrement dans la série à dire ouais bon on n'y peut rien, enfin voilà, ça a beau, ils disent pas comme ça hein, mais ça a beau être un personnage principal, et non, on va quand même le mettre en danger parce que l'intérêt général est plus présent. Alors il y a des analyses politiques extrêmement poussées aux États-Unis de la signification de ça dans la série, dans le contexte américain de l'époque et tout. Bon là je m'aventurerai, pour être franc, pas aussi loin parce que je maîtrise moins le sujet, mais voilà, c'est une particularité de cette série, le fait que on accepte parfois le sort d'un individu, aussi négatif puisse-t-il être à certains moments, parce qu'il ne faut pas remettre en cause l'intérêt général. Et moi, je trouve ça très raccord, hein, parce que le rôle d'Adama, c'est de protéger toute l'humanité, tout ce qui reste de l'humanité. Ouais, il y a le sens du sacrifice. Ouais, dont tu avais déjà parlé, je crois un petit peu aussi, hein, dans le premier Analytica par exemple, dans l'acceptation de la mort de Zach au moment de l'attaque des Cylons. Voilà, on reste sur le moment, on reste complètement concentré sur la bataille, on n'a pas le temps de s'effondrer. Voilà, c'est un thème qui est assez récurrent dans Battlestar Galactica et qui reste relativement surprenant pour une série, encore une fois, familiale. Ouais, c'est ça. Donc les jeunes femmes qui sont de futurs pilotes vont enfiler leur tenue. Et là, il y a toute une scène où elles sont en jolie sous-combinaison. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est la scène-là qui arrivait juste après celle dont tu parles ? Plus ou moins, ouais, j'ai pas l'ordre exact, hein, mais oui, de toute façon, il y a de ça, parce que là, on passe à l'entraînement un peu plus... Alors, on n'a juste pas expliqué pourquoi... précisément, parce qu'il y a eu vraiment une raison précise pour lesquelles les femmes doivent d'urgence s'entraîner à devenir pilote de chasseurs, c'est parce que le docteur Salik, qui lui cherche à guérir les pilotes, les hommes, qui sont toujours en quarantaine. Voilà, c'est ça, et qui sont très malades et qui risquent d'y passer, clairement. Lui, il dit à Adama, il faut qu'on retourne sur l'astéroïde d'où vient le virus, parce que c'est le seul moyen pour moi de développer un contre-virus. Et Adama, qui est au départ pas du tout d'accord, parce que ça n'a pas de sens pour la flotte de faire demi-tour. Bah ouais, il se rend compte que le docteur House a raison. Faut toujours retourner à la base. Oui. Ça m'a fait penser à ça, tu sais. Oui, c'est vrai en plus. Hein. Mais la logique est relativement juste. Hein, donc ils n'ont rien inventé avec le docteur House. Hein. Je ne pense pas, non, tu sais, les techniques médicales restent les mêmes en dessous et au-dessus de l'atmosphère terrestre. Eh ouais. À peu près. Donc il faut envoyer des soldats. Ouais. Mais le problème, c'est que les soldats, ils sont dans les capsules étanches, là. Ils sont en quarantaine. Voilà, c'est ça. Donc il faut trouver d'autres personnes. Donc les femmes. Voilà. En temps de guerre, qui c'est qu'on appelle ? Non, mais c'est vrai, et c'est impressionnant. En fait, c'est impressionnant qu'on s'en rende compte seulement quand on est dans la merde, en gros. Par exemple, je sais pas, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai pas trop potassé le sujet, mais globalement, une fois que tous les hommes valides étaient partis au front, effectivement. Il fallait bien continuer à faire tourner les usines pour fabriquer des chars, des munitions, des choses comme ça. Ouais, les fermes, tout ça. Et les fermes et tout. Mais même pendant la première, je crois. Hein. Très probablement, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et puis ensuite, mais c'est après la Première Guerre mondiale d'ailleurs que je crois qu'elles ont commencé à arrêter de porter les corsets parce que tu vois, c'était pas pratique. Tant qu'elles servaient à rien, elles pouvaient être emmerdées toute la journée avec leurs trucs compressants. Après, quand elles ont commencé à devoir avoir une gestuelle pratique, ils ont commencé à enlever les corsets aussi parce que d'un coup, il fallait peut-être prendre un petit peu en considération le fait qu'elles aient besoin de bouger et d'enfanter aussi, bien sûr, parce que bon, c'est pas très pratique. Ça reste important, mine de rien, oui. Ouais, bon, bref, donc continuons, on va pas partir là-dessus.
Donc il décide d'envoyer un escadron pour rechercher des traces de souches de ce virus, parce que tant qu'ils n'ont pas trouvé quel était le virus, ils peuvent pas le combattre. Et ils envoient donc ce groupe de femmes toutes jeunement sorties de stage de pilotage. Et on a droit à une magnifique scène avec, je sais plus, 6, 7, 8 nanas en sous-combinaison en train de se préparer dans les vestiaires, on va dire. On va dire que c'est les vestiaires, quoi. Et elles ont un espèce de briefing, des briefings, je sais pas trop quoi, il y a quelqu'un qui leur parle. Mais là, ça gêne personne, en fait. Bon, elles sont jolies, hein, ça on peut pas dire, hein, mais elles sont toutes très jolies, oui d'ailleurs, et je crois qu'il y a une des actrices qui avait dénoncé ça. Je crois que c'est Athéna dans une interview beaucoup plus tard, hein, après la série, qui avait dit ouais, enfin bon, c'est peut-être pas, c'est comment, je crois qu'elle avait dit ça dans le sens où c'était un peu abusé, quoi. C'était vraiment pour la série, tu sais, mais ça n'avait rien de très réaliste, et que c'était un peu bête, mais bon, c'est pas très surprenant non plus, malheureusement. Et alors il y a 2 trucs qui toujours m'interpellent, c'est est-ce qu'on colle à ce que veut voir le téléspectateur, ou est-ce qu'on pense que c'est ce que veut voir le téléspectateur? Ah, je suis bien d'accord avec ça. Et à mon avis, on pense. Ouais. On va lui offrir du sucre, même si on n'est pas sûr qu'il veut du sucre. Mais bon, personne dit non à du sucre. Voilà, ouais, mais voilà. C'est ça. C'est un peu ça. Mais bon, voilà. Bref, passons à la suite. Il y a une petite, il y a un petit, enfin je sais pas si c'est une anecdote ou un clin d'œil, pas un clin d'œil, mais pendant l'entraînement, en tout cas des femmes pilotes, on voit, je crois que c'est justement Athéna à un moment qui s'entraîne, enfin on a l'impression pendant quelques instants qu'elle est vraiment en train de piloter un Viper, et puis on voit que Starbuck arrive sur le Viper, et il y a la lumière qui s'allume, et en fait c'était un simulateur. Et ce qui est rigolo dans cette scène, c'est que ce petit morceau de Viper là, avec la projection des étoiles derrière, c'était vraiment là-dedans qui tournaient toutes les scènes de Viper, mais qu'ils ont transformé en décor pour cette petite scène là. Je trouve ça assez rigolo et assez malin. Je sais pas si j'ai été clair. Ah si, complètement. Ouais, ok, d'accord. Complètement. Voilà, toutes les scènes de pilotes de Viper de la série étaient en fait tournées dans ce petit cockpit, voilà, avec les étoiles projetées derrière, et voilà, c'est rigolo. Et puis elles partent, hein, et puis voilà, pas le temps de dire ouf, elles partent en mission, quoi. Bah non, hein, au boulot, quoi. Oh. On n'a pas du tout relevé la petite pique de Serena qui bousille un peu l'autorité d'Apollo, justement dans la fameuse scène où elles sont en juste au corps. Il y a un moment, il y a Serena qui dit j'ai une remarque ou j'ai un truc à dire, et Apollo qui dit oui, et elle lui dit, alors en VO, d'ailleurs c'est un peu nul, je sais pas pourquoi ils ont changé des trucs comme ça. En VF elle lui dit je t'adore, en VO elle lui dit I love you devant tout le monde. Et ça casse complètement Apollo qui est bien gêné. Ouais, je trouvais que c'était rigolo, ça aussi. Ouais, j'ai pas su l'interpréter, mais bon, après... Je sais pas, ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons, ouais, on pourrait l'interpréter de plusieurs façons, et je sais pas si... Soit ça met Serena en valeur, effectivement, parce qu'elle casse l'autorité d'Apollo, mais on pourrait aussi peut-être le voir qu'elle est un peu tarte de faire ça à ce moment-là, je sais pas trop. Je sais pas quelle est la vraie intention. J'ai pas su l'interpréter. Ok. Mais bon, bref. La mission, en tout cas, démarre. Peut-être tu veux nous dire un mot sur la jeune officier de pont qu'on voit à chaque fois que des pilotes décollent dans la série. Ah oui, parce que je me suis demandé quelle était cette forme de natage de cheveux qu'elle avait, et ça me faisait penser aux tresses faites dans Star Wars. Je pense qu'il y a un lien, c'est à peu près sûr. Ouais. L'esthétique de Star Wars était quand même très fraîche dans les mémoires à ce moment-là, et donc cette jeune femme qui s'appelle Rigel, et je crois que le nom de l'actrice c'est Sarah Rush, qui est connue pour ça, hein, qui est connue pour être voilà celle qui
en gros autorise le départ des chasseurs dans la série originale Battlestar Galactica. Effectivement, elle arbore ces nattes qui ne peuvent pas être un hasard en 1978. C'est sûr. D'accord. Par contre, il y a un petit truc rigolo par rapport à ça, c'est qu'il y a un des plans de l'épisode, et je crois que c'est au tout début de l'épisode, où on la voit aussi en train de faire la même chose que d'habitude, autoriser le décollage des chasseurs, où elle n'a pas les nattes. Et parce que elle était déjà présente, elle, dans le téléfilm d'origine, on la voyait plusieurs fois. Et dans le téléfilm, elle avait pas les nattes, et ici dans cet épisode, elle a les nattes, sauf dans un plan, et à mon avis c'est une erreur, c'est un peu une petite erreur de continuité. Je pense qu'ils avaient besoin de l'insérer, et pour ça ils ont dû réutiliser un des plans du téléfilm où elle a pas les nattes, et du coup tout au début, je crois que c'est quand Apollo et Starbuck décollent, vraiment tout au début de l'épisode, et ben il y a un plan où elle a pas les nattes et où derrière elle c'est tout sombre. Et vraiment quelques instants après, on la revoit où elle a les nattes et derrière elle c'est tout clair. Voilà. Ok, bon. C'est rigolo. J'ai pas fait gaffe à tout ça, moi. Non, c'est un détail, vraiment. Non. Mais t'adores ça, toi, les détails. Hein. Oui, là, ce genre-là, oui. Ce genre-là, ouais. Ok. Donc elles partent en chasse. Ouais. Elles partent défendre la mission. C'est ça, en escorte, ouais. Au cas où elles rencontrent des Cylons, et comme par hasard, ils en rencontrent. Et oui. Elles essayent de se défendre, elles essayent de tirer. Elles sont quand même un petit peu guidées par Starbuck qui donne des conseils, des bons conseils. Il est sérieux, je veux dire, il se fout pas d'elle. Ils ont vraiment besoin de elle avec un S. Et il aimerait vraiment qu'elle réussisse. Non, c'est là j'ai trouvé que c'était assez bien fait comme travail d'équipe. Elles se font aussi un tout petit peu rappeler à l'ordre par Apollo à un moment, parce qu'elles veulent prendre des initiatives et Apollo leur dit non, vous avez des ordres et vous obéissez aux ordres. Ouais, mais c'est normal. Mais c'est normal, ouais, tout à fait. Mais je suis complètement d'accord avec toi que Starbuck est très semble très soucieux et vraiment leur donne beaucoup de conseils, les guide et lui qui a la plaisanterie facile, là il se permet vraiment rien et c'est une bonne chose, sérieux. Je pense. Ouais. Ok. Peut-être que ça redore un tout petit peu le blason de Starbuck. Non. À tes yeux, non. Ça suffit pas. Ok, j'ai bien fait de poser la question. D'accord. Bon. On verra. On n'est qu'au début de la série. Je suis sûre qu'il va retrébucher dans l'épisode suivant. Tu crois? On verra. On aura vite la réponse. Ouais. Suspense. D'accord. On s'ensuit une grosse bataille spatiale. Les trucs chiants, les vaisseaux spatiaux, tout ça, voilà. Qu'est-ce que t'as dit? Ah non, pardon. Je fais exprès pour t'emmerder parce que je sais que t'adores ces parties-là. Mais je sais, c'est le meilleur passage de tout l'épisode, c'est extraordinaire. Ce qui se passe. Ah, mais moi je suis à fond avec elle, franchement, j'adore vraiment. Mais quoi, c'est pas drôle. Mais non, mais je ne ris pas, tu m'as entendu rire? Pas du tout. C'est une erreur, oui, okay. Je pense, c'était quelqu'un d'autre. Ah, c'était une perturbation, d'accord. Ouais. Ok. Et non, mais elles s'en sortent super bien. Et elles défoncent les Cylons, en fait, on peut le dire clairement. Et ce qui permet à Apollo, lui, d'aller exploser l'avant-poste sur l'astéroïde. Et voilà, la mission est un succès. Exactement. Donc, pardon, c'était un donc qui te laissait la parole. Ah, ok. Donc, il y a quand même un élément... Alors, dis-moi ce que t'en penses, parce que il y a une précision qui va être apportée après au sujet de cette bataille. Il y a les Cylons qui vont nous expliquer pourquoi ils ont perdu cette bataille, parce qu'ils ont visiblement été complètement perturbés par le comportement erratique de ces chasseurs Viper, qui n'avaient rien à voir avec leur comportement habituel lors des combats spatiaux. Il l'explique à Baltar. Voilà, ça c'est. Ouais, quand ils rentrent. Quand ils rentrent et qu'ils doivent avouer qu'ils ont tout foiré. C'est à Baltar qu'ils expliquent ça. Ma question, c'est est-ce que
Est-ce que ça, c'est à l'avantage des pilotes ou pas? C'est un peu, tu pourrais un peu le comprendre des deux façons, non? L'effet de surprise, parce que la méthode de la stratégie a changé, quoi. Ouais, alors c'est marrant, moi je le comprends pas comme ça. Je le comprends, enfin si, par extension je le comprends comme ça, mais pour moi ça veut surtout dire, les Cylons ne le savent pas, mais ça veut surtout dire que comme elles sont complètement inexpérimentées, elles ont fait un petit peu n'importe quoi, et que c'est ça qui a perturbé les Cylons et qui leur a permis à elles de prendre le dessus, et finalement si leur comportement était désorganisé à la base, en tout cas elles ont complètement repris le dessus et ça leur a permis de gagner la bataille. Elles n'ont pas gagné la bataille par hasard ou sans le faire exprès, ça on est d'accord. Mais tu vois, je trouve qu'il y a un mix bizarre en fait dans cette déclaration qui dit que elles ont quand même un petit peu fait n'importe quoi. Alors je sais pas, est-ce que c'est moi qui le comprends mal? Je sais pas, probablement. Non, mais j'en sais rien en fait. J'ai pas. Ouais. Je cherche trop loin peut-être. Non, je me suis pas posé ces questions en regardant ça, quoi. D'accord. Je me suis juste dit bon, ils ont perdu. J'ai surtout relevé que après Baltar retournait encore la situation plus ou moins en sa faveur. En fait, à chaque fois qu'il perd, ce mec, il dit ouais, mais c'était dans ma stratégie. Oui, ça c'est vrai. Je l'avais prévu. Ça va nous rendre service pour après. Exact. Oui, c'est vrai que je pense qu'il est dans une position, il est quand même conscient de sa position. C'est-à-dire, il a gagné du pouvoir, clairement. Mais il est toujours menacé de vie ou de mort. Ouais. C'est ça, il sait qu'il est vraiment pas passé loin de se faire exécuter, et je pense qu'il se doute que ça peut très bien se reproduire si vraiment il présente pas des résultats concrets aussi longs. Et oui, c'est bien vu. Oui, je l'avais pas forcément pensé aussi loin, mais oui, c'est vrai que c'est probablement une stratégie de sa part pour avoir l'air d'être toujours dans le contrôle de la situation et que ce soit un plan de sa part. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans cet épisode 1. À chaque fois, il dit que c'est son plan, quoi. Intéressant. Et il manque juste une chose. Qu'il avait déjà demandé dans ses scènes précédentes et qu'il ordonne à Lucifer. Il dit « Je veux qu'on capture un pilote. J'exige qu'on capture un pilote. » Et l'épisode se finit là-dessus. Et je n'ai pas vu l'épisode suivant. Mais vont-ils capturer un pilote de type femelle? Ce serait fou. Ou peut-être de type homme alpha, je ne sais pas. Ok, le suspense est total. Quel suspense. Mais est-ce qu'ils vont en capturer un? Pas sûr. Pas sûr, comme tu dis. Et pourquoi ils n'essayent pas de capturer les Cylons, les gentils? Ah, bonne question. À quoi ça leur servirait? Rien, autant les exterminer. Les exterminer, c'est un grand mot, parce que je pense qu'ils essayent surtout de fuir et de survivre. Alors que Baltar, lui, il a quand même une mission bien précise, c'est de retrouver le Galactica. Ouais, oui, parce que celui-là, il s'en est sorti, quoi. Ouais. Et c'était pas dans le plan. Non, c'était pas prévu, ça. C'est le caillou dans la chaussure des Cylons. Mais qu'est-ce qu'il va foutre, Baltar, tout seul, une fois qu'il aura tué tous les humains? Ça, c'est une super bonne question. Il va se faire chier avec les Cylons. Quelle drôle d'idée. Il va se faire chier avec les Cylons. C'est clair, il s'aime pas, tout ça, quoi. Il sera tout le temps menacé d'être tué. Il s'est foutu dans la merde, Baltar, quoi. Oui, je pense que, clairement, depuis un moment. Hein. Mais bon, là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est en mode survie. Là, il a plus le choix, quoi. Hein. C'est ça. Ça. Donc il a plus qu'à se faire un petit kiff narcissique. Il y a que ça qui lui reste, quoi, au mec. Ouais, en gros. Et allez, il y a encore un dernier petit truc dont on n'a pas parlé. T'as trouvé une scène coupée qu'il y a que toi qui as vu? Non, non, mais non. Mais je fais pas ça, enfin si, un peu. Si, un petit peu quand même. Et t'aimes bien d'ailleurs. Oui, j'adore ça. Non, mais là, c'est pas des scènes coupées. Il y a que moi qui l'ai vu. Mais je vous la raconte. Hein. Pas ça. Vous la verrez pas, je vous la raconte. Alors...
Et je vais pas y arriver. Il y a un truc, effectivement, il y a quelque chose de très discret dans cet épisode. Je vais pas trop en dire, mais il y a quand même cette histoire de vide spatial qui a été découvert par Starbuck et Apollo au début de l'épisode. Et ils en parlent plusieurs fois à Adama, et ça a l'air de le travailler. Ouais. Et est-ce que tu as remarqué ce que Adama fait à chaque fois qu'on lui parle de ce vide? J'allais te demander. Alors, j'avais pas fait le rapprochement que c'était lorsqu'il parlait de ce vide. Je dis on comme si j'étais dans la série, n'importe quoi. Ils se caressent. Oh, mais non. Si. Mais non. Si. Quelle horreur. Mais non, mais je l'aurais pas dit. Enfin, en fait, ce qui est horrible, c'est que c'est pas complètement faux. Parce que c'est effectivement plus ou moins vers là que je voulais aller, mais je l'aurais jamais dit comme ça. Oui, mais comme je savais que ça te mettrait mal à l'aise, il fallait que je le dise comme ça, c'était rigolo. Donc non, c'est pas du tout, pas du tout, il est pas en train de se caresser. Il touche cette espèce de petit médaillon qu'il a juste en dessous de la glotte. Exact. Qui est accroché à son costume. Okay, et je me suis dit, il faudra que je demande à Draven, c'est quoi ce truc? Ça doit être un truc un peu religieux, je pense. Probablement. Voilà, et à chaque fois il le caresse, il le touche, et à mon avis, ça doit vouloir dire quelque chose, mais quoi? Bah, tu le sauras bien assez tôt, parce que je vais pas te dire quoi, mais voilà, j'ai trouvé que c'était très malin, en tout cas, qu'ils aient mis ça, parce que moi, pour être franc, la première fois que j'avais vu cet épisode, il y a longtemps, jamais de la vie j'avais noté ce détail, franchement. Eh ben moi je l'ai vu, tu vois. Ah, excellent. Bah franchement, joli, très joli sens de l'observation, parce que vraiment, tu verras, tu seras pas déçu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a à se caresser comme ça, ce mec? Quelle horreur. Mais ils n'ont pas tous le même espèce de... comment j'appellerais ça? Ce petit symbole, cette petite représentation en métal. Hein. Ils l'ont pas tous. Hein. Ce médaillon, non, il y a que lui qui l'a. Oui, parce que du coup, quand j'ai repéré ce truc, j'ai regardé si les autres l'avaient aussi. Non. Ouais. Non, je confirme, il y a que lui qui l'a. C'est peut-être lui seul est le bras droit de Dieu. Ouh. Ah, intéressant. Tiens, puisque tu parles de Dieu... En connexion directe avec... Non, parce qu'ils aiment bien les dieux. Hein. Je me permets de dire ça. Ils n'arrêtent pas de dire les dieux de Kobol-ci, les dieux de Kobol-ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, je t'écoute. Ah, c'est assez présent. D'ailleurs, il y a une contradiction assez idiote dans la série originale Galactica. C'est qu'ils ont tendance à dire « mon Dieu ». Ce qui n'a aucun sens parce qu'ils sont clairement polythéistes et ils devraient dire mes dieux. Et ça, c'est pas du tout un défaut de la version française parce que même en VO, il y a le problème. Régulièrement, t'as Adama qui dit oh Lord, tu vois, oh mon Dieu, vraiment. Et alors que ça devrait être au pluriel. C'est pas commun, quoi. C'est pas courant de le dire, peut-être. C'est pas évident de le traduire, ça nous ferait bizarre. Mais vraiment, c'est pas un souci de traduction, hein, même dans la VO, c'est comme ça. Oh, ça fait pas plus bizarre que d'appeler un chien un Daguit. Hein. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Arrête avec ça, Karine, t'es pénible. Oui, d'accord. Et arrête de te parler aussi. Oui, d'accord. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la série réimaginée de Ronald D. Moore, cette expression qui est quand même une expression très courante, surtout aux États-Unis, de dire oh Lord, oh my Lord, oh God, machin. Ils l'ont mis au pluriel. Ce qui est beaucoup plus logique par rapport au dieu au pluriel de Kobol. Mais dans la série originale, ils avaient pas pensé que ça pouvait être une contradiction avec leurs croyances. Voilà, je trouve que c'est rigolo, c'est pas très grave, mais c'est rigolo comme petit détail. Okay. À propos de Dieu, tiens, j'ai deux petites anecdotes très courtes qui concernent le casting, en tout cas les gens qui sont présents dans cet épisode, puisque le docteur Salik, qu'on a mentionné, donc celui qui veut retourner sur l'astéroïde, il est interprété par George Murdoch, et je vais encore une fois, décidément, faire un lien avec Star Trek ici, puisque George Murdoch, dans le film Star Trek V, l'ultime frontière, en 1989, il a interprété Dieu, tout simplement. Ah oui, rien que ça.
Ah oui, bah oui. Voilà. Donc bien après, une bonne décennie après Battlestar Galactica, voilà, le docteur Salik est devenu Dieu. Un autre lien avec un autre monument de la science-fiction, c'est, je disais que cet épisode, ce double épisode, est réalisé par Christian Nyby II. Et je te donne en mille, Christian Nyby II, c'est le fils de qui? Christian Nyby 1. Oui, c'est vrai, c'est ça. Sauf qu'on dit pas un, mais oui, non, mais c'est exactement ça. Et Christian, mais j'avoue, hein, l'appellation 2, et c'est très bizarre, parce que c'est la même chose que Junior en fait. Ça veut dire exactement la même chose. C'est très royal. Ouais, ça a un côté un peu, effectivement. Ouais, c'est un côté monarchie. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que Junior passe beaucoup mieux. Ça veut dire strictement la même chose, hein. C'est quand le fils a le même nom que le père, bon ben soit on lui met Junior, soit on lui met un 2. Ouais, mais ça a quand même pas le même sens. Ouais, tu trouves la même connotation? Ah bah non. Non, il y a Junior, ça fait presque un peu. Je suis en train de chercher un truc pas très insultant. Putain, d'accord. Non, d'accord. Junior, c'est affectif. Ouais, c'est mon petit garçon, nanana, voilà. Ok. D'ailleurs, y a-t-il l'équivalent féminin? Je sais, c'est vrai que ouais, j'ai rarement entendu ça pour les filles, pour les femmes, ouais. Bonne question. Et ouais, ton prénom 2, ça fait quand même vachement Louis XIV, Louis XV. Non, c'est vrai, bon, c'est vrai. Voilà. Et où voulais-tu en venir avec ça? Oui, je voulais en venir parce que quand tu dis Junior, moi ça me fait penser que l'acteur qui joue Boomer là dans la série, il s'appelle Herb Jefferson Jr. Mais genre même encore aujourd'hui, tu vois, où il doit avoir 80 piges. Ouais, mais il est fier de son père. Ouais, enfin, il a pas vraiment choisi, mais oui, je pense que oui. Bah, ça n'empêche pas. Ah non, on choisit jamais son père, hein. Oui, ça c'est clair. Ni son prénom. Mais on peut quand même en être fier. Ah oui, c'est vrai. Enfin bref, oui. On s'éloigne, hein. On s'éloigne absolument. Donc Christian Nyby II est effectivement le fils de Christian Nyby, et Christian Nyby, il est connu parce qu'il était aussi réalisateur, puisqu'il a réalisé l'adaptation pour le cinéma d'un roman qui s'appelait La Bête d'un autre monde, qui avait été écrit par John Campbell en 1938. Et son adaptation pour le cinéma est sortie en 1951 sous le titre La chose d'un autre monde. Le titre original de ce film, c'est The Thing from Another World. Et c'est un film très important parce qu'il a été donc réalisé par Christian Nyby. Bon, alors, un des grands mystères du cinéma veut qu'on sache pas vraiment s'il a été réalisé par Christian Nyby ou par Howard Hawks, qui était, je crois, producteur du film. Bon, je vais pas revenir sur cette histoire-là. C'est pas de ça que je veux parler. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que ce film The Thing from Another World de 1951 a connu un remake extrêmement célèbre en 1982, puisqu'il a été remaké par John Carpenter sous le titre tout simplement de The Thing. Voilà, l'un des plus grands films d'horreur / science-fiction de tous les temps. Donc voilà, un lien assez inattendu avec une autre œuvre bien connue de science-fiction. Via Christian Nyby II. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans cet épisode? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a fait un peu sourire de revoir les petits mots de la fin sur les épisodes, comme j'en avais le souvenir dans mon enfance, où c'était écrit « To be continued ». Ah, c'est vrai, fin. Oui. Ouais, c'était rigolo. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ouais, ça se fait moins. Qu'on ne voit plus ça. Ouais. Donc, voilà. Ça se fait plus comme ça, parce que là, en général, c'est vrai que ça s'arrêtait, c'était vraiment un plan qui s'arrêtait, et puis c'était écrit en grosses lettres, quoi. Ouais, à suivre. Ouais. C'est vrai. Voilà. Alors, les événements et les moments marquants de cet épisode, qu'est-ce qui t'a plu, toi?
Alors il y a un truc que j'aime bien dans cet épisode, c'est Boxy. Je sais qu'on avait un petit peu défoncé Boxy dans le téléfilm pilote, mais là il est assez peu présent globalement. Mais par contre les 2 fois où il est là, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Quelle horreur. C'est horrible. C'est bien sûr pas du tout ce que je voulais dire. Pas mal. Non, mais ils l'ont montré que quand il avait quelque chose d'intéressant à dire, quoi. Ouais, mais qui est par contre d'une perspicacité qui est assez surprenante pour un gamin, parce que finalement il y a quasiment que lui et le colonel Tai qui font de l'humour dans cet épisode, parce que les 2 fois on le voit, c'est la première fois la première scène là où il traite Apollo de lent, on va dire. Et la deuxième fois, j'aime beaucoup le petit échange qu'il a, c'est quand Apollo découvre que Serena est en tenue de pilote, et là il dit viens Muffet, on se casse, ils vont s'engueuler, et il y a tu sais, l'échange est assez rigolo parce que lui il dit viens on part, on va s'engueuler, et il y a Serena qui dit non, on va pas s'engueuler, et il y a Boxy qui répond si, ils vont s'engueuler, et il y a Apollo qui dit à Serena si, on va s'engueuler. C'est pas exactement le mot qu'il utilise. Mais le petit échange est rigolo et apporte un tout petit peu de légèreté alors qu'on sait que la scène va être tendue, quoi. Et voilà, Boxy, franchement... Ah, t'as aimé, toi? Ouais, j'aime bien parce que ça apporte un tout petit peu de légèreté dans l'épisode. Ça lui permet aussi d'avoir un rôle, comme tu disais, il va dire des choses que personne d'autre n'aurait dit, même si je trouve que c'est un poil, parfois ça paraît un poil forcé dans la bouche d'un enfant, mais enfin, ça passe bien. J'aime bien, ça me fait sourire. Voilà, c'est pas, je sais que voilà. Ouais, et je dis ça, tu sais, c'est pour changer un tout petit peu parce que sinon j'aurais cité la bataille spatiale, mais bon, ça va être chiant sur tous les épisodes. Donc il faut bien que je trouve un peu autre chose. Et je suis conscient que c'est un petit peu léger. Qu'est-ce que tu nous proposes toi comme moment marquant? Moi, je suis contente d'avoir vu quelques femmes se trouver se trouver une paire de couilles. C'est pas mal quand même. Ouais, oui. Et quand même, je suis un peu moins critique que sur les 3 épisodes d'avant. Et puis voilà, quoi. C'est globalement ce que j'ai remarqué le plus, quoi. Ce changement. Vraiment, c'est flagrant. Et puis quelque chose qui m'a paru curieux, c'était la façon très abrupte de le docteur qui vient et qui fait « Bon voilà, il y a une épidémie, on va tous mourir. » Voilà, ça c'est dit. Et si tu veux, je me suis dit, est-ce que ça a vraiment été amené comme ça ou est-ce qu'ils ont encore coupé les scènes? Mais bon, voilà, après, il fallait qu'il y ait l'information a été transmise, c'est bon. C'est à peu près ça, ouais. Donc ça m'a paru un peu bizarre, mais bon, j'imagine, je me dis toujours, bon, sûrement que c'est quelque chose, il faut que ça passe en 35-45 minutes, donc voilà, il y a des découpages un peu curieux. Voilà. Tout à fait, je pense que c'est ça. Je pense que c'est dû à ça. Mais sinon, je sais pas... Je l'ai trouvé pas mal, assez agréable en fait, comme épisode, et je me suis dit, ça y est, je commence à me mettre dedans. Peut-être que ça y est, je commence aussi à bien situer les personnages, à comprendre les interactions entre eux, à comprendre aussi les implications et puis le but, quoi. Mais tout à fait. Parce que au début, comme je t'avais dit, la première fois que j'ai vu le film, gros truc, quoi. Je savais pas vraiment comment comprendre tout. Et surtout, qu'est-ce qu'il fallait garder et pas garder. C'est souvent ça, quand tu dois tu dois en faire comme là, un podcast, mais quand tu dois en parler après, tu sais jamais trop qu'est-ce qui est important ou pas important, quoi. Donc là, ça y est, je commence un petit peu à avoir pris mes marques et du coup, j'ai pris plus de plaisir à voir cet épisode 4. Cool. Bien que je suis bien consciente que c'est pas non plus la panacée, mais bon. Non, on est d'accord. Hein. Mais je trouve que c'est un épisode efficace qui marche bien, voilà, qui file tout droit. On comprend bien les enjeux, les problématiques non, c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt bien réalisé. Je suis d'accord. C'est un chouette épisode dans l'ensemble, je trouve. Ouais. Bon, on verra la suite dans la deuxième partie puisque cet épisode est en 2 parties et qu'on a traité que la première.
Tout à fait. As-tu des choses à me faire deviner pour clôturer cet épisode ou... Eh oui, c'est le moment de l'interro. Vas-tu me poser des questions sur des scènes coupées que je n'ai jamais vues et que personne n'a vues? Alors non. Non, mais... Tu sais quoi? Quoi? Tu inventerais des scènes coupées que on ne saurait même pas. Ouais, personne pourrait te... Bon, bah allez, vas-y, je t'embête. Pose-moi tes questions. Je ne ferai jamais ça, on est bien d'accord. Non, je sais que tu par contre, j'ai une petite anecdote parce que pour préparer ces questions, en gros, je regarde ma façon de fonctionner. Je vais expliquer un tout petit peu les coulisses vite fait. C'est que je regarde l'épisode en VO. Et puis à certains moments, je me dis ça pourrait faire une question. Hein. Et puis en général, avant qu'on enregistre nous l'épisode, je re-regarde l'épisode, mais cette fois en VF, ce qui me permet de constater parfois quelques différences. Et ben là, je me suis trouvé bien emmerdé aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que 2 des 3 questions que j'avais préparées concernent des dialogues qui ont été modifiés dans la VF et dont il est impossible de trouver la réponse quand on a vu le truc en VF. Cool. Bah, je sais pas si c'est cool. mais du coup, j'ai changé les questions, j'ai improvisé. Ça va, j'ai réussi à trouver deux autres questions, je les ai remplacées, quoi. Celles auxquelles j'aurai plus de chances de répondre. Eh bien, je t'écoute. Alors, au tout début de l'épisode, pendant le repas, j'ai parlé de ce dialogue d'ailleurs, il y a Adama qui dit « Si j'avais seulement X ans de moins ». Et il finit pas sa phrase. Combien d'années est-ce qu'il mentionne dans cette phrase? Alors, il va pas dire 20. Ça serait 20, pardon. Et ça serait trop simple. Probablement pas. Et allez, je vais dire quel âge il peut bien avoir. 70. Justement, c'est un peu pour ça que j'ai retenu ce truc-là, parce que il y a un petit truc dont on peut discuter derrière. 40, 50. Allez, si j'avais 50 ans de moins. Ok, ça paraîtrait être une réponse assez logique, mais c'est pas du tout le chiffre qui donne. 38. En vérité, le chiffre... Non, 42. C'est plus. Non, c'est... Ah, joli chiffre. Non, c'est plus. Beaucoup plus. Ah oui, c'est beaucoup plus. Pourquoi 42, c'est un joli chiffre? Une histoire de poisson? Peut-être. Probablement. Oh, dis donc. Est-ce que c'était ça? Alors, c'est pas la bonne réponse, mais oui, c'est pour ça que 42 est un chiffre intéressant. Oui, tout à fait. 45? Non, mais c'est plus, beaucoup plus. 100 ans? Oui. 100 ans demain. Alors, du coup, c'est parfait parce que moi, j'avais une nouvelle question qui suivait ça. C'est est-ce que dans l'espace, avec la gravité, les voyages dans le temps et leurs années-lumière et tout ça, est-ce que on vit plus longtemps ou est-ce que les années sont plus courtes? Excellente remarque. Alors effectivement, il dit si j'avais seulement 100 ans de moins, ce qui semble prouver qu'il a plus de 100 ans. Oui. Mais effectivement, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Tu as tout à fait raison. On ne sait pas. Est-ce que ça signifie que les coloniaux vivent plus longtemps que les humains terriens? Possible. C'est une possibilité. Mais il est possible aussi que le temps passe plus vite et que ton corps est toujours le même. Enfin, comment je te dirais? Tu vieillis toujours de la même façon, mais peut-être que les années sont plus courtes. Exactement, tout à fait. C'est très pertinent. C'est exactement ça. C'est là où je voulais en venir. Et je mentionnerai aussi le fait que le mot année ou an n'existe pas dans la VO de Battlestar Galactica. Encore un mot qui est changé, puisque dans la VO les années, ils appellent ça des yaren, qui est pas du tout comme ça qu'on dit année en anglais, hein. Normalement c'est year, mais non, dans Battlestar Galactica c'est des yaren, et dans cette scène il dit si seulement j'avais 100 yaren de moins, mais en français c'est devenu 100 ans de moins. Mais rien ne dit que ces années effectivement soient les mêmes que celles que nous on connaît sur Terre. Ok. Bien vu. 100 ans. Ouais. Question numéro 2. Alors, que regarde Baltar avant que son siège se tourne pour faire face à Lucifer? Tu vois de quel passage? C'est drôle. Mes hypothèses de réponse sont drôles. Ah oui. Ça, par contre, oui. Mais j'aimerais bien les entendre. Non. Non, on ne saura jamais.
C'est ça. Dommage. Il se retourne, il regarde quoi, le mur? C'est ça, c'est la bonne réponse. Mais il regarde rien du tout. Parce qu'on le voit, on voit bien, il regarde le mur. C'est complètement idiot comme scène. Je me pose des questions sur ta façon de chercher des questions, mais c'est pas grave. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc il regardait rien, il regardait le mur, ok. Là, c'était des questions de remplacement. Hein. Je l'ai expliqué avant. Il a fallu que je trouve quelque chose. C'est pas du tout les questions qui étaient prévues. Par contre, la question 3, qui est bien sûr la question difficile, celle-là, t'as pas eu à la changer, donc t'as eu le temps de la potasser. J'ai peur. Ceux qui nous écoutent aussi, on est prêts. Je dis on pour eux aussi. Hein. On est prêts, vas-y, pose ta question. Dans quel cadran se trouve l'astéroïde d'où vient la maladie? Voilà. Eh bien, c'était une très belle émission. Je te remercie, Jérôme. Attends, non mais je pense qu'il faut préciser un truc à ce stade du podcast, c'est qu'à un moment donné, il va falloir quand même s'attendre à ce que à chaque fois qu'il y a un nom de planète complètement inventé qui est mentionné dans un épisode, il y a quand même de grandes chances que ça devienne la question, voire la question difficile du podcast. Alors, ok. Donc le prochain épisode. Oui. Parce que je te vois venir avec tes gros sabots d'Alsacien là. Donc le prochain épisode, la deuxième partie. Oui. Je vais la regarder. Je vais noter tous les noms de planètes. Et tu vas me poser une question à la con sur autre chose. Et ça va te faire bien marrer que j'ai retenu tous les noms de planètes. Ou d'étoiles, ou je sais pas quoi qui diront. Pardon. Ou, voilà. Hein, ouais. Je te vois arriver. J'avoue. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je trouve comme question difficile? Est-ce que tu te rends compte de la difficulté que c'est de trouver 3 questions à chaque fois? Auquel je ne pourrais pas répondre. Mais c'est pas du tout ça mon but. C'est pas ton objectif? Mais pas du tout. Mais non, l'objectif c'est de s'amuser ensemble en apprenant plein de choses passionnantes. Avec nos auditeurs également, nos poditeurs. Ben oui. Est-ce qu'ils se marrent? Tu crois qu'ils se marrent? Non, il n'y a que moi. Hein. J'espère, en tout cas. Je sais pas. Ils sont partis, ça fait longtemps qu'ils écoutent, peut-être plus. Probablement, ouais. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Bon, alors je vais... parce qu'on va pas non plus... Ah pardon, oui, il y avait une réponse à donner, excusez-moi. Oui, on est encore en train de jouer. Enfin, moi, en tout cas, apparemment, il n'y a que moi que ça éclate vraiment, je crois, cette moi, histoire, je m'amuse bien. Bon, tant mieux. C'est que c'est Lucifer qui donne le nom de ce cadran quand il fait son rapport à Baltar. Mais surtout, la phrase est très surprenante parce qu'elle est hyper mal traduite. Parce que ma question, c'est dans quel cadran se trouve l'astéroïde? Et pour une raison que je ne peux pas expliquer, quand Lucifer parle de ce cadran, lui, il parle du 40e. Ce qui n'a aucun sens, ce qui n'existe pas. Du coup, j'ai été vérifier si le mot cadran existait bien. Oui, ça existe bien, c'est un quart de cercle. Donc voilà, j'ai eu un doute. Est-ce qu'on dit bien cadran en français? Parce que c'est aussi quadrant en VO. Donc vraiment, j'ai eu le doute. Mais non, Studio, il dit un 40e. Et donc ensuite, il dit le nom de la planète. Et ce qui n'a aucun sens, et ce qui a encore moins de sens que dans une scène qui est un peu plus loin dans l'épisode, il parle d'un autre endroit, d'un autre cadran, et là il dit bien cadran en français. Donc vraiment, les traducteurs de Battlestar Galactica à l'époque, je sais pas ce qu'ils picolaient quand ils traduisaient les textes, mais c'était assez violent. Franchement, c'est n'importe quoi. Bref. Je donne la réponse, oui, je pense. Oui. Parce que personne là, oui. Donc, bon, c'est le cadran d'Otharsis. Voilà. Ok. Mais qui est dit le 40e d'Otharsis dans la VF. Voilà. Très bien. Moi, je fais pas attention à ça. Non, Par contre, je sais les couleurs des tranches des verrines qui sont sur la table. Mais ça c'est un beau détail, ça j'y avais pas pensé. Je sais pas pourquoi c'est... Oui, mais je sais pas si c'est mieux ou moins bien, en fait. Mais bon, non, bref. mais je vais essayer de varier mes questions, parce que effectivement les questions sur les noms de planètes qui sont dits une seule fois... tu mourras à chaque fois. Hein. Non, ça va être chiant. Je vais effectivement essayer de trouver d'autres choses. Ok. Bon, bah écoute, sur ces belles questions, je pense qu'on va se quitter. Oui. On va dire au revoir
à nos auditeurs. Au revoir. Qu'on adore. Merci de nous écouter. Merci. Donc Galactifrac est disponible sur PodCloud, qu'on salue, qu'on adore. Ouais. Ainsi que sur Apple Podcast, Spotify et de nombreuses autres applications Android. Ce podcast, je vous le rappelle, est gratuit. J'ai le droit de dire ça? Excellent. Bien sûr. Si vous avez payé pour écouter ça, c'est que vous vous êtes fait enfler. Oh, ça, pardon, j'ai le droit de dire ça aussi? Bref. Oui. Vous retrouverez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter ou sur Facebook pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode, parce que Draven poste plein d'autres choses, articles, photos, anciens documents qu'il retrouve et qui complètent bien tout ce qu'on vient de dire. J'espère. Donc, même si, pour être franc, pour cet épisode, je n'ai aucune idée de ce que je vais poster. Mais je trouverai des trucs. Mais oui, mais je te fais entièrement confiance. Ok. Donc, vous avez écouté un podcast qui s'intitulait Analytica. Il y a aussi les Historica, où vous retrouverez Draven tout seul. Donc, du coup, je vous dis à plus tard, pour me retrouver avec Draven dans un prochain Analytica. À bientôt.